Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau format vidéogramme concernant la théorie du permis B belge. Alors, je souligne que tout ce que nous allons voir concerne le permis théorique belge, mais la grande majorité de la théorie pour les pays étrangers, par exemple la France, est plus ou moins similaire à quelques exceptions près. Alors, dans un premier temps, la première image, nous avons un permis B définitif sous format papier. Donc anciennement, il était sous format papier. Donc il s'agit d'un papier qu'on peut ouvrir en 3 portions et dans chaque portion distincte, on a des informations relatives à la personne possédant le permis. Alors le format c'est un peu standardisé à l'heure actuelle et il est sous forme de carte d'identité, carte bancaire. Donc ici nous avons un permis B définitif, donc le recto d'un permis B définitif. Nous avons certaines informations et nous avons d'autres informations au verso que nous allons voir plus tard. Je tiens à souligner qu'à l'heure actuelle, le permis B papier est toujours valide et il a une durée de vie indéfinie, il est définitif. Alors, la Belgique est un pays fédéral, c'est-à-dire que nous avons des lois qui sont applicables quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve en Belgique. Petit rappel, la Belgique est divisée en 3 différentes régions. Nous avons au nord la région flamande, où l'on parle le néerlandais, au sud la région wallonne, où on parle le français, et enfin la région de Bruxelles-Capitale bleutée, donc qui est la capitale, où on parle et le néerlandais et le français. Le code de la route est majoritairement de compétence fédérale, c'est-à-dire que les lois concernant la route sont identiques qu'on soit en région flamande, en région de Bruxelles-Capitale ou en région wallonne. Cependant, il existe certaines exceptions selon les régions, donc on peut dire qu'il y a des compétences régionales pour certaines exceptions. En fait, il y a 2 exceptions. Première exception, les limitations de vitesse. Deuxième exception, le domaine de la formation des auto-écoles et le domaine du passage du permis. Nous allons voir quelques exemples dans la dia suivante. Alors, je vais donner un exemple par exception. En région Bruxelles-Capitale, donc premier point en région Bruxelles-Capitale, on sait que la vitesse est limitée à 30 km/h, sauf les exceptions, c'est-à-dire sauf s'il y a des panneaux qui indiquent que ce n'est plus 30 km/h. Cela est valable seulement pour Bruxelles-Capitale. On ne trouvera nulle part ailleurs en Belgique cette contrainte. Deuxième point, donc pour le domaine de la formation des auto-écoles, nous avons par exemple en région Bruxelles-Capitale, le test de perception des risques coûte 15 € à peu près, ce qui n'est pas le cas en région wallonne ni en région flamande. Par conséquent, on peut dire qu'il y a régionalisation du code de la route pour ces 2 points. Donc, et la vitesse, premier point, et tout ce qui est domaine, apprentissage, auto-école et passage du permis de conduire. Alors, nous allons énumérer les différentes étapes pour obtenir le permis B définitif. Alors, première chose à faire, passage du permis théorique. Permis théorique. Deuxième étape, passage d'un brevet de secours seulement en région de Bruxelles-Capitale. Donc, il s'agit encore une fois d'une exception. Hors Bruxelles-Capitale, il n'est pas nécessaire de passer un brevet de secours pour les premiers soins. Donc, je souligne, très important, seulement en région de Bruxelles-Capitale, et ce depuis 2018. Troisième point, passage d'un test de perception. Alors, un test de perception, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait de certains vidéogrammes qu'on nous présente, et on nous demande de souligner ce qui est dangereux à nos yeux et ce qui ne l'est pas. Donc, encore une fois, c'est assez récent. Il y a quelques années de cela, ce test n'était pas requis du tout, quelle que soit la région. Et enfin, dernier point, lorsqu'on a fait les 3 premiers points, passage d'un examen pratique. Donc le dernier examen, il s'agit de l'examen pratique. Il existe 2 filières afin d'obtenir son permis.
il existe deux manières d'obtenir son permis, deux choix s'offrent à nous. Il y a la filière libre, comme son nom l'indique, eh bien, on le fait tout seul, c'est-à-dire qu'il faut se présenter à un centre d'examen seul, réussir son examen théorique. À la suite de la réussite, on obtient un permis provisoire avec une obligation de rouler avec au maximum 2 guides désignés. Alors, il y a certaines conditions afin de devenir guide. Nous allons les voir dans la dia suivante. Il faut savoir que lorsqu'on a un permis provisoire obtenu en filière libre, le nom des guides figure sur le permis provisoire. Donc, on est obligé d'être accompagné par une des deux personnes qui figurent sur le permis. Et enfin, le deuxième moyen d'obtenir son permis, eh bien, il s'agit de la filière auto-école. On passe par une auto-école. On passe 20 heures de pratique en auto-école, sachant que la majorité des auto-écoles donnent aussi des cours de théorie. On passe par la suite son examen théorique afin d'obtenir son permis provisoire auto-école. La grande différence est que avec le permis provisoire, si on est passé par une auto-école, on peut rouler tout seul. On n'a pas besoin de guide. Point très très important, on peut être accompagné à la seule condition que la personne qui nous accompagne remplisse les conditions d'un guide. Je répète, on ne peut rouler que tout seul, sauf si on est accompagné d'une personne qui remplit les conditions d'un guide. Alors, il y a deux conditions pour devenir guide. Il faut avoir son permis B depuis au minimum 8 années. C'est-à-dire que si on a son permis, nous sommes le 2 du 1 2025 à l'heure où je tourne la vidéo. C'est-à-dire que la personne doit avoir son permis depuis 8 années, c'est-à-dire depuis au moins le 2 du 1 2017. Et la deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas avoir été déchu du droit de conduire pendant 3 années consécutives. Donc la déchéance du droit de permis, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire lorsqu'on fait une infraction très très grave, il nous arrive de devoir aller devant le tribunal, devant un juge. Un juge peut décider de nous déchoir du permis de conduire, c'est-à-dire de nous prendre notre permis de conduire pour une durée déterminée, voire indéterminée si la faute est très 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 grave. Donc si on a été déchu dans les 3 années qui précède la date actuelle, on ne peut pas être guide. Donc, je répète, 2 conditions, avoir 8 années de conduite et ne pas être déchu pendant les 3 années qui se sont écoulées. Alors, voici le déroulement de l'examen théorique. Alors, l'examen théorique comporte 50 questions sur la théorie en rapport avec le permis. Alors, on commence avec un score maximal de 50 sur 50 et il y a 2 fautes, distinction entre 2 fautes, les fautes mineures, les petites fautes, qui nous retirent 1 point, et les fautes graves qui retirent 5 points. Nous allons voir la distinction plus tard. Alors, pour réussir son permis théorique, il faut avoir un score final de minimum 41 sur 50. Ça veut dire que si on commet 2 fautes graves, eh bien, on est directement en échec. Donc, il faudra vraiment faire très attention aux fautes graves. Alors, les documents du véhicule, il en existe 4. Il y a tout d'abord la carte grise, qui est une sorte de carte d'identité du véhicule. Ensuite, il y a le certificat d'assurance. Donc, notre véhicule doit obligatoirement être assuré lorsqu'il est sur la voie publique. Il y a ensuite le certificat de conformité, qui est un papier, en fait, de l'usine constructrice du véhicule, attestant que le véhicule est conforme aux normes du pays, aux normes européennes en général. Donc c'est similaire en fait pour tout ce qui est électronique et qui vient de Chine, il doit avoir le petit logo CE. Donc c'est à peu près similaire, on va dire. Et enfin, il faut un contrôle technique en règle. La dia suivante va montrer en fait les différents documents à quoi ils ressemblent en fait tout simplement. Alors lors d'un contrôle de police, on doit présenter ces 4 documents, sachant que le certificat de conformité est le document le moins important, si je puis dire, et plus la carte d'identité, bien évidemment, et un permis B valable, qu'il soit provisoire ou définitif. Donc,
4 documents de véhicule plus 2 documents relatifs à la personne qui conduit. Sachant que lorsqu'on conduit, la personne qui nous accompagne peut être contrôlée elle-même. Donc, elle doit présenter elle aussi sa carte d'identité et non son permis de conduire, car elle ne conduit pas, elle accompagne simplement le conducteur. Dia suivante, on va montrer les différents documents. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, en haut à gauche, nous avons un certificat d'immatriculation, une carte grise. Donc elle tire son nom de la couleur en fait du document, tout simplement. Il y a certaines informations qui y figurent, comme la plaque. Dans ce cas-ci, la plaque serait 1AAA001. Il s'agit d'un document faux, en fait, simplement pour donner un exemple à quoi ça ressemble. À droite, on a un certificat de conformité. Donc, il s'agit d'un certificat de conformité pour un véhicule Citroën. On voit le logo entre les deux rectangles rosés. Donc, il nous donne en fait les spécifications du véhicule et atteste que le véhicule est conforme aux normes indiquées par la législation. Et enfin, en bas à gauche, nous avons des certificats de contrôle technique. Donc, ils peuvent être de 2 couleurs différentes. Un certificat vert veut dire que le contrôle technique est bon, est valable, est accepté, le véhicule est bon pour la route. Normalement, il a une durée de 1 an, sauf quelques exceptions. Et on peut avoir un certificat de conformité rouge, c'est-à-dire lorsqu'on passe au passage d'un contrôle technique et qu'on nous dit qu'il y a une problématique à régler, c'est-à-dire qu'il faut passer au garage pour régler une problématique, on nous donne un certificat rouge d'une durée en général de 15 jours, 1 mois, afin d'aller au garage et de régulariser le véhicule. Enfin, on peut avoir un certificat de conformité rouge où il est marqué invalide pour la circulation. Donc dans ce cas-ci, ça veut dire que le véhicule n'est plus bon pour rouler sur la chaussée. Voilà. Mais ça, c'est vraiment les cas extrêmes et lorsqu'il y a vraiment des problèmes majeurs dans le véhicule, irréparables. Petite parenthèse qui a son importance, il faut toujours garder les originaux. Donc ce sont les originaux qu'on doit présenter à un agent de police lors d'un contrôle. La seule exception est l'attestation de l'assurance qui peut être imprimée à domicile. Donc il s'agit d'une feuille A4 imprimable à domicile. La question peut se poser de savoir qui peut nous contrôler. Dans la chaussée, il s'agit de policiers qui effectuent les contrôles. Donc à partir du moment où on a la preuve que la personne qui nous demande nos papiers est un policier, on est dans l'obligation de présenter nos documents. Donc si c'est une patrouille de police et que l'agent porte le vêtement du policier classique, il s'agit déjà d'une preuve qu'il s'agit d'un policier. Maintenant, si c'est un policier en civil, il est dans l'obligation de montrer une preuve, son matricule ou son badge par exemple, pour prouver qu'il s'agit bien d'un policier. Les policiers sont les seules personnes habilitées à nous donner des injonctions, c'est-à-dire des ordres directs qu'on se doit de respecter, des ordres qui doivent être suivis. Il s'agit d'une faute grave de ne pas respecter une injonction d'un policier. Donc encore une fois, seuls les policiers sont habilités à nous donner des injonctions, des ordres directs. On verra plus tard quel type d'injonction les policiers peuvent nous donner. Aussi, tout automobiliste se trouvant dans la chaussée doit respecter les indications de certaines personnes habilitées. Donc la nuance est très très importante. Donc là, il ne s'agit pas d'injonctions car ce ne sont pas des policiers, mais des indications. Par conséquent, si on ne respecte pas ces indications, on commet des fautes, mais il ne s'agit pas de fautes très très graves. Mais il s'agit de fautes, la nuance est très importante. Alors, qui est habilité à nous donner des indications? Alors, nous avons les patrouilleurs scolaires lors des heures d'entrée scolaire et des heures de sortie scolaire, certains surveillants habilités, les chefs de groupe et certains militaires. Donc, on voit par exemple des groupes d'enfants qui vont à la piscine. Un professeur peut être considéré comme un chef de groupe.
La majeure partie du temps, il s'agit en fait de faciliter la traversée de passages pour piétons. En général, les personnes habilitées ont un panneau similaire à celui qu'on voit sur l'image. Donc un panneau circulaire blanc avec des bordures extérieures rouges. Le bras levé verticalement veut dire que l'on s'arrête pour tout le monde et le bras tendu horizontalement veut dire que l'on s'arrête, encore une fois, pour tout le monde. Il sécurise les passages pour piétons. Donc c'est la règle générale. À défaut d'avoir le panneau, eh bien, on peut avoir une personne qui utilise simplement sa main. Alors passons à quelque chose d'un peu plus technique. On va parler de la DIV. Alors la DIV, en fait, c'est la division des immatriculations des véhicules. Donc ces 3 lettres, c'est pour division, immatriculation, véhicule. En fait, il s'agit de l'organisme de l'État qui fournit toutes les plaques de tous les véhicules belges, que ce soit des cyclomoteurs, des motos, des voitures, des camions, des bus, quel que soit le véhicule. Donc il fournit une plaque qu'on doit apposer à l'arrière du véhicule, obligatoirement à l'arrière. Donc la plaque fournie par la DIV est une originale, qu'on ne peut pas recopier, qu'on ne peut pas falsifier. Elle est originale. Il y a un petit logo spécifique bien visible qui permet de savoir que c'est une originale, tout simplement. La DIV aussi, c'est elle qui fournit la carte grise lors de l'enregistrement d'un nouveau véhicule. Lorsqu'on achète un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion, eh bien, on doit obligatoirement en informer la DIV qui va donner une carte grise mentionnant la plaque et le véhicule, donc le modèle du véhicule, quel type de véhicule et le numéro de châssis. Donc un numéro unique à chaque véhicule. Alors, tous les automobilistes ont l'obligation de reproduire la plaque originale pour l'apposer à l'avant. Donc la plaque qui est devant le véhicule est une copie. Donc il suffit d'aller chez un serrurier, cordonnier. Normalement, tous les serruriers cordonniers font des répliques de plaques. Alors la réplique de plaque doit se mettre à l'avant, je le répète. Mais aussi si on a une remorque, elle doit se mettre à l'arrière de la remorque. Encore un petit point important, la plaque doit être lisible, parfaitement lisible. Alors rentrons dans le vif du sujet des différents permis existants. Alors nous avons le permis A qui est le permis pour les motos, permis B donc le permis voiture, permis C pour les camions, permis D pour les bus, permis E pour les remorques et permis G pour les tracteurs. Alors le permis G est obligatoire lorsqu'on est sur une chaussée. Si on est sur sa propriété privée, donc si on est fermier par exemple et qu'on a des champs, eh bien il ne faut pas de permis parce qu'on est sur sa propriété privée. Donc personne ne peut en fait nous contrôler à cet endroit-là. C'est une propriété privée, comme son nom l'indique. Alors, le permis E est le permis remorque. Le permis remorque, en fait, s'additionne avec les autres permis, le permis B, C, D. Donc, en fait, on a le permis B plus E, C plus E et D plus E. Alors, on va voir qu'il nous est autorisé d'avoir une remorque sous certaines conditions. Alors, on va voir les caractéristiques des différents permis. Malheureusement, on peut avoir une question qui tombe lors de l'examen théorique, donc c'est à connaître malheureusement, surtout pour le permis B et les remorques du permis B. Alors pour le permis A, on avait dit que c'était le permis pour les motos. Alors, on n'a pas besoin de permis, donc on peut rouler sans permis, s'il s'agit d'un cyclomoteur de classe A. On va voir ce que c'est qu'un cyclomoteur de classe A. Donc la vitesse maximale est de 25 km/h et la puissance maximale est de 50 cm3 ou 1 kW. Donc ici, on a 2 unités de puissance. La première unité, 50 cm3, est une unité de volume. Il s'agit en fait du volume de la cylindrée, du volume de l'espace du moteur, où tout se passe dans le moteur. Et le watt est une unité de puissance, comme pour les ampoules. Donc 1 kilowatt, le K c'est pour kilo, donc ça veut dire 1000 watts, comme 1 kilogramme veut dire 1000 grammes. Donc on a les deux, et on peut avoir les équivalences entre les deux, puisqu'à l'heure actuelle, on a des véhicules électriques.
Donc, ceci expliquant cela. L'âge minimum pour rouler avec des cyclomoteurs de classe A est de 16 ans. 16 ans. Donc, je répète, classe A, cyclomoteur de classe A, 25 km/h, 50 cm3, 1 kW, âge minimum 16 ans. Permis AM, cyclomoteur de classe B, donc vitesse maximale 45 km/h, puissance maximale est la même que pour le cyclomoteur de classe A, 50 cm3 ou 1 kW. L'âge minimum, 16 ans. Permis A1, donc à chaque fois en fait, ce sont en fait des véhicules plus puissants. Permis A1, c'est une moto légère. Puissance maximale 125 cm3 ou 11 kW. Âge minimum 18 ans. Permis A2, permis moto, puissance maximale 35 kW. Et permis A, ce sont les grosses motos dont la puissance dépasse les 35 kW. Donc ici, on a simplement utilisé l'unité en watts. Donc on peut avoir des équivalences. Donc il faut retenir l'une des deux est suffisant en fait. En général, on utilise les centimètres cubes pour tout ce qui est cylindrée de véhicule. Donc évidemment, si on a le permis A, on peut rouler avec tout type de moto. Voilà, on ne doit pas repasser le permis A2 alors qu'on a le permis A. Alors, quelle est la définition exacte d'un cyclomoteur? Alors, un cyclomoteur est un véhicule à 2, voire parfois 3 roues, comme les tricycles, de petite cylindrée, donc maximum 50 cm3. Je répète, véhicule à 2 ou 3 roues de petite cylindrée, maximum 50 cm3. Il existe des voitures que l'on dit voitures sans permis. En fait, ces voitures-là sont considérées comme des cyclomoteurs de classe B. Par conséquent, il faut un permis cyclomoteur de classe B pour pouvoir rouler avec ce genre de véhicule. Et ils ont une plaque de cyclomoteur. En règle générale, il y a une nomenclature bien distincte pour les plaques de cyclomoteurs classe A et classe B. Alors, les cyclomoteurs de classe A commencent toujours en général par S-A. Et les cyclomoteurs de classe B commencent par des plaques du genre S-B. À l'heure actuelle, on a utilisé toutes les possibilités de plaques S-A et S-B. Donc on peut avoir des cyclomoteurs de classe A et de classe B qui ont des plaques différentes de cette nomenclature. En tout cas, lorsqu'on voit une plaque S-A, on peut être dans la certitude qu'il s'agit d'un cyclomoteur de classe A. Et une plaque S-B, de la même manière, on peut être certain qu'il s'agit d'un cyclomoteur de classe B. Permis B, permis automobile. Alors, il s'agit d'un véhicule avec maximum 8 places, chauffeur compris. Donc, maximum 8 places, chauffeur compris, et dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3500 kg, 3 tonnes 5. Alors, MMA, c'est masse maximale autorisée. Ça veut dire que c'est la masse du véhicule avec le chargement des personnes et le chargement des marchandises. Donc c'est en fait, comme son nom l'indique, la masse que le véhicule ne peut jamais dépasser. On reviendra plus tard en fait sur cette terminologie. Alors petite remarque très importante, toute voiture peut avoir une remorque à 2 conditions. Première condition, la masse maximale autorisée de la remorque est inférieure à 750 kg. Et deuxième condition, la somme des masses maximales autorisées et du véhicule et de la remorque est inférieure à 3 tonnes 5. Si ces deux conditions ne sont pas respectées, il faudra automatiquement avoir un permis B plus E, donc le E qui vient compléter le permis B pour avoir des remorques bien plus imposantes. Alors, je donne un exemple. Imaginons que mon véhicule fasse 3 tonnes et imaginons que ma remorque fasse 700 kg. Alors la première condition est respectée. 700 kg est inférieur à 750 kg. La deuxième condition, donc on a dit que mon véhicule faisait 3 tonnes, donc 3000 kg. 3000 kg plus 700 kg, on avait dit que ma remorque fait 700 kg,
ça fait 3700 kg, ce qui est supérieur à 3,5 tonnes, ce qui veut dire que dans ces conditions, il faudra obligatoirement un permis B plus E pour rouler avec un véhicule de 3 tonnes et d'une remorque de 700 kg. Permis C, camion. Moyen mnémotechnique pour se rappeler, la première lettre de camion est un C. Il y a une subdivision en deux permis. Il y a le permis C1 pour les petits camions dont la masse maximale autorisée est entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes. Donc elle doit être plus grande que 3,5 tonnes et plus petite que 7,5 tonnes. La vitesse maximale est de 90 km/h. Permis C pour tous les camions, les grands camions et les petits, vitesse maximale 90 km/h. Encore une fois, si on a une remorque, il faudra le permis C1 plus E pour les petits camions et permis C plus E pour les grands camions. Permis suivant, permis D pour les bus. Alors, deux subdivisions aussi, permis D1 pour les petits bus, petits autocars, et permis D pour les grands bus, les bus normaux. Alors, les permis D1, les caractéristiques, donc c'est un bus de 9 à maximum 16 passagers. 9, maximum 16 passagers. Vitesse maximale 100 km/h. Permis D, plus de 16 places passagers et la vitesse maximale est de 100 km/h aussi. Donc pour les bus, la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h. Alors permis suivant, permis G. Alors il est obligatoire lorsqu'on conduit sur la voirie, lorsqu'on conduit en lieu public, sur les routes publiques, mais il est facultatif sur un terrain privé. Donc on peut très bien, comme je l'ai dit précédemment, rouler sur son terrain privé qui n'appartient pas à la voie publique. Donc les fermiers n'ont pas besoin en fait de permis G. Toutes ces informations que l'on vient d'exposer se retrouvent au verso du permis de conduire définitif. Donc on peut très bien voir sur l'image donc tous les permis que l'on vient de décrire. Et on a dans la colonne 10 et 11, donc la colonne 10 en fait représente la date à laquelle on a obtenu le permis en question. Et la colonne 11 représente la date de fin de validité. Donc on voit que pour le permis B, la date sur le permis de l'image, c'est le 1er juin 2005 et il n'a pas de date de fin de validité. Les permis de camion, ils sont définitifs aussi, mais on a une date de fin de validité pour une raison en fait. Tous les 5 ans, il faut passer un examen médical pour prouver que l'on est encore apte à rouler avec ce genre de véhicule. Par conséquent, il est définitif, mais il a une date de fin de validité pour pouvoir passer son examen médical afin de réitérer le permis. Donc il n'y a pas d'examen à repasser, rien du tout. C'est juste un examen médical. Ceci est aussi valable pour les permis D, pour les permis bus. Donc en fait, tous les chauffeurs de la STIB bus, par exemple, tous les 5 ans, ils doivent passer un examen médical et on leur donne un nouveau permis avec une nouvelle date de fin de validité. Il existe deux types d'attaches qu'on peut mettre à l'arrière d'une voiture pour pouvoir remorquer, que ce soit une voiture en panne ou une remorque. Donc pour remorquer une remorque, on est obligé d'avoir une attache rigide, c'est-à-dire une attache métallique bien solide. Pour pouvoir tracter un véhicule en panne, une simple corde est autorisée. Donc on peut se suffire d'une simple corde ou d'une attache rigide métallique. Mais pour une remorque, la corde est bien évidemment interdite. L'obtention du permis B définitif vous donne droit à la conduite de véhicules nécessitant un permis AM, mais uniquement en Belgique. Donc le permis AM, c'est pour les cyclomoteurs de classe B de maximum 50 cm3 ou les speed pedelecs de max 1 kWh. Donc à l'heure actuelle, il existe des vélos qui ont une plaque à l'arrière car ils sont considérés comme trop puissants. Par conséquent, il faut un permis AM pour ce genre de vélo électrique. Dans ce cas-ci, on utilise bien l'unité de mesure watts, tandis que tout ce qui est moteur thermique, en général, on utilise l'unité de mesure de volume de la cylindrée. Enfin, pour terminer, l'obtention du permis B définitif vous donne droit à la conduite de véhicules de classe 1. Donc, il s'agit de motos légères de maximum 125 cm3. Mais uniquement encore une fois en Belgique, sous deux conditions.
posséder le permis B définitif depuis au moins 2 ans. Deuxième condition, passer 4 heures de formation dans un lieu réglementé agréé par l'État. Donc une auto-école en règle générale. Ceci clôt la partie introductive pour le permis B théorique en Belgique. Donc je vais essayer de faire des vidéos entre 15 et 25 minutes pour que ce soit pas trop conséquent. La vidéo introductive est un peu plus longue. Donc on va passer en vue tout l'examen théorique pour la Belgique avec des questions que je vais essayer d'introduire dans la théorie pour que ce soit vraiment complet. Normalement, il ne faudra absolument voir rien de plus hormis les panneaux à connaître par cœur. Par la suite, je mettrai en ligne des vidéos de circuits d'examen pratiques et enfin, pour terminer, pour ceux qui le désirent, je donnerai des petits tips en fonction de tout ce qui est administratif, amende, tribunal, radar, autoroute, direction, situation en géographie et ainsi de suite. Mais c'est vraiment pas nécessaire pour la théorie. Donc dans un premier temps, on va vraiment se focaliser sur la théorie. Voilà, j'espère que le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt et peut-être rendez-vous à la vidéo suivante pour la suite.